parles de quoi dans ton podcast? De sexe ou quoi? Alors oui, mais pas que. Vous devriez plutôt prendre une crème pour peau mature. Mais tu vas parler de quoi en fait? Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante? Oui, mais pas que. T'es encore vachement bien pour ton âge. Non mais à votre âge, le chien tête baissée, je ne connais pas. Hein. T'es née en quelle année toi? Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère en fait. Cette jupe en léopard, je peux la porter? Tu veux dire encore la porter? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e podcast invité de Et en même temps, fuck. J'ai été particulièrement émue lors de cette interview car j'ai eu la chance que Yann, mon ex-mari, accepte de partager avec moi et donc avec nous son expérience de papa à 60 ans. J'ai été sa seconde épouse avec laquelle il n'a pas eu d'enfants et 2 enfants sont nés donc de sa première union puis 2 autres avec sa 3e épouse. Je suis très heureuse qu'il ait été, avec la sensibilité que j'ai tant aimée chez lui, mon premier invité masculin, car au final, on donne peu la parole aux hommes lorsqu'on parle de parentalité, et notamment de parentalité tardive. Nous ne nous étions pas vus depuis des années, et il est heureux de voir que nous avons passé ce douloureux passage du divorce avec humanité et bienveillance. Je vous souhaite une belle écoute. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Donc Yann, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu Yann? Eh bien, je suis un homme de presque 63 ans, pendant quelques jours, qui a eu une vie, comme on peut en avoir certainement aujourd'hui, je dirais, plutôt active sentimentalement. J'ai été marié 3 fois. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas en tant qu'ex-mari d'Esther, puisqu'on a vécu 10 ans ensemble sans avoir d'enfants, mais parce que j'ai eu 2 enfants d'un premier mariage qui ont aujourd'hui 35 et 37 ans, et que je viens d'avoir 2 enfants de 3 ans à l'âge de 60 ans. J'ai eu une vie professionnelle assez bien remplie, assez variée aussi. Je pense que je suis quelqu'un qui aime le changement. Et finalement, aujourd'hui, si je fais le point, je suis quelqu'un qui est assez content de son parcours. Je dis assez fréquemment que si je devais changer quelque chose dans ma vie, je ne changerais rien. Est-ce que tu peux nous rappeler à quel âge tu as eu... on peut les citer? Oui, j'ai 2 grands-fils qui s'appellent Geoffrey et Maxime, qui ont 37 et 35 ans, et qui m'ont fait le plaisir l'année dernière, tous les 2 sur la même année, de me rendre grand-père. Donc j'ai également 2 petites filles qui sont évidemment magnifiques. Mes fils, je les ai eus, un en 84 et l'autre, le premier, en 82. Donc, à une période, je ne suis pas bon en calcul mental, mais j'avais entre 26 et 27 ans, quoi. Et c'était une période où, professionnellement, toi, tu en étais où? J'étais très actif. C'est une partie de ma vie qui a été consacrée. J'étais chef d'entreprise, et c'est une partie de ma vie où je travaillais 70 à 80 heures par semaine. J'étais passionné par ce que je faisais, parce que être chef d'entreprise à 25 ans, c'est quelque chose d'épanouissant, et surtout quand ça marche, et ça marchait plutôt bien. Donc, je pense que je n'étais pas complètement investi dans mon rôle de père. Mais j'étais beaucoup plus, même si j'adorais mes enfants, mais j'étais beaucoup plus présent du côté professionnel. De toute ma vie, je n'ai jamais voulu d'enfant. Résultat, j'en ai 4. Et je pense aujourd'hui que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Donc, comme quoi on peut se tromper sur ce qu'on pense et sur ce qu'on est. Le premier est arrivé, on était étudiants avec ma première femme, on était étudiants. Moi, à l'époque, j'étais passionné d'équitation. Je voyais ma vie là-dedans. J'étais semi-professionnel et j'espérais pouvoir arriver à faire mon trou dans ce milieu impitoyable. Et on faisait des études. On était encore étudiants. On venait de finir une maîtrise de gestion. On voulait s'inscrire pour faire un DEA. Le choc est arrivé. Patricia, donc mon ex-femme, première femme, était enceinte. Donc, on s'est posé la question. Je me souviens très bien d'une soirée mémorable dans un restaurant avec des amis. Et à la fin, j'ai pris une pièce, j'ai dit, allez, pile, on le garde, face, on l'efface. Et donc, j'ai jeté la pièce, et quand je l'ai retournée sur ma main, c'était pile, et j'ai dit, on le garde. Et je me souviendrai toujours, parce qu'il y a une vieille dame à côté qui a failli suffoquer, et qui m'a dit, heureusement. Voilà, c'était quand même une boutade, mais pour vous dire dans quel état d'esprit on pouvait être, quoi. Du coup, ça a suscité en toi des inquiétudes. Comment tu as pris la chose? Ça a suscité surtout le fait que
j'ai dû changer mes projets professionnels parce que l'équitation, les concours hippiques qui me ramenaient pas un sou et qui m'en coûtaient plutôt, c'était bien tant qu'on est étudiant. Que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu, je le dis sans aucun problème. Mais là, il fallait que je me prenne en main, quoi. J'ai toujours essayé au maximum de mes possibilités d'assumer les choses, quoi. Donc, à partir de là, j'ai terminé mes études, donc je suis pas allé faire le DEA. Et je me suis lancé dans la vie active. J'ai repris une entreprise qui était entre autres une concession Renault. Finalement, je m'en suis sorti. J'ai aimé ce que j'ai fait. Et on a eu cet enfant qu'on adore. Voilà. On en a eu un deuxième 2 ans après qui n'était absolument pas prévu non plus. Donc, tout à fait le hasard. Peut-être de la négligence. Donc, peut-être qu'inconsciemment, on en voulait un, j'en sais rien. Mais ni ma première femme, ni moi n'étions décidés à avoir un autre enfant. Et donc, il est arrivé, et puis, pareil, c'est... La seule chose vraiment que j'apprécie sur cet écart de temps très court, c'est que les enfants s'en sont ressentis beaucoup mieux, parce que avoir 2 enfants qui ont 2 ans d'écart, c'est super pour les enfants. Surtout qu'eux, ils s'entendent magnifiquement, ils ont vécu leur enfance, leur jeunesse et leur adolescence comme 2 potes, quoi. Et ça, c'était vraiment bien pour eux. Surtout que moi, à l'époque, j'étais pas vraiment un papa très présent. Ma première femme non plus, puisqu'elle était également active. Donc, c'était bien qu'ils puissent compter l'un sur l'autre aussi dans les moments un peu de solitude. Tu l'as pas joué à pile ou face, Maxime? Non. Maxime, une fois que la brèche était ouverte, on s'habitue. Quand j'ai eu mon premier fils, je me suis rendu compte que ma vie, en dehors des aspects professionnels, etc., tout ce que j'ai incité, ma vie personnelle était chamboulée, était bouleversée, que je ne serais plus jamais le même. Je me souviens de cette image. Ça reste, ces naissances, ça reste parmi les choses que moi en tout cas, je ne peux pas oublier et qui restent gravées. Je me souviens quand j'ai pris mon fils et que le médecin me l'a tendu, tout dégoulinant, etc., et que je l'ai pris dans mes bras. C'était extraordinaire, quoi. Ça m'a révélé plein de choses qui finalement devaient être en moi depuis longtemps, mais que j'avais complètement occultées. Finalement, je me suis vraiment senti père. Je me suis senti responsable d'un petit être qui était là, qui dépendait de moi et bon, évidemment de mon épouse. Mais c'est un chamboulement total, quoi. On n'est plus seul. On ne pense plus de la même façon. On sait que sa vie va changer. On sait qu'on va avoir des responsabilités. On sait qu'on ne va pas pouvoir être aussi libre qu'on l'était. Mais je veux dire, ça, on y pense avant parce que c'est des choses qui font peur quand on va avoir son premier enfant. On se dit comment on va vivre après, comment je vais être, quels vont être nos rapports sentimentaux avec ma femme, comment nos rapports sociaux, comment on va évoluer avec nos amis, etc. Mais une fois qu'on a le gosse dans les bras, on s'en fout, quoi. C'est terminé, il y a que des solutions. Est-ce que tu as des souvenirs ou des anecdotes sur les grossesses de Patricia à l'époque et ton ressenti en tant que futur papa ou deuxième papa pour Maxime? La première grossesse s'est passée dans l'insouciance parce qu'on était encore plus étudiants. On était parmi notre bande d'amis, on était les premiers à franchir le pas. On s'est mariés très vite finalement. Elle était enceinte, on s'est mariés très vite. J'ai pas des souvenirs très précis, si ce n'est que ce passage-là n'a pas changé grand-chose. Par contre, la deuxième grossesse, effectivement, j'ai des souvenirs précis parce que ça a été une grossesse compliquée. Patricia, donc la mère de mes enfants, s'est retrouvée alitée dès le 4e ou le 5e mois. Et elle n'avait pas le droit pratiquement de marcher. Enfin, elle pouvait aller de son divan à son lit, quoi, en gros. Donc, ça a demandé quand même de la présence de ma part. Et j'étais, comme je l'ai déjà dit, très investi professionnellement. Donc, effectivement, c'était un peu plus compliqué. Par contre, comme c'était une femme, j'ai toujours choisi des femmes de caractère, donc et qui ont du tempérament pour s'en sortir quoi qu'il advienne. Et donc, elle s'est pas laissée aller puisque dans cette période-là, elle a passé un DESS de comptabilité et elle travaillait à la maison et elle est allée passer ses examens en ambulance. Donc, je me souviens de tout ça. Ça demande un peu plus de présence. Mais comme elle était très, très active, je pense qu'elle a très bien géré. Avec le recul, je suis même sûr qu'elle a très bien géré la chose. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck.
Alors passons à ce fabuleux moment des accouchements. Est-ce que là, pareil, tu parlais tout à l'heure qu'a priori, tu as ressenti cet instinct paternel dès lors qu'on a posé Geoffrey sur ton ventre, juste après peut-être celui de Patricia. Et pour toi, ça a été inné? Oui. La période de l'accouchement, en fait, c'est quelque chose pour un père d'angoissant. Parce que même si on n'a pas la peur de la souffrance, parce que c'est pas nous qui allons souffrir, on a quand même la peur de la souffrance de la femme qu'on aime, et également le fait de savoir comment ça va se passer. Donc une fois que c'est terminé, il y a déjà cette libération de savoir que ça s'est bien passé. Et il y a ce phénomène d'avoir cet enfant qu'on n'a pas porté, parce que finalement, la femme a un rapport particulier avec l'enfant. Elle l'a eu en elle pendant 9 mois, elle l'a senti bouger, elle l'a senti grandir, il l'a obligé à vomir, à faire des tas de trucs. Mais finalement, et nous, on est juste spectateurs de tout ça. On peut toucher le ventre de temps en temps et voir que ça bouge un peu à l'intérieur, mais ça s'arrête là. Une fois qu'on est face à cette petite chose, voilà, enfin moi je fondais quoi. J'ai retrouvé ce sentiment intact. Là l'accouchement était différent parce que comme les jumeaux sont arrivés de façon, ils étaient prématurés, ils sont arrivés avec 2 mois d'avance. On avait prévu 1 mois, ils sont arrivés avec 2 mois d'avance. Ils étaient pressés. Enfin, il y en a un des deux qui était pressé de sortir. Et là, donc c'était césarienne. Mais quand on m'a donné ce petit bout, parce que là, il était encore plus petit, il pesait 1,750 kg. Et je me vois encore me promener. Il n'était pas plus grand que ma main, quoi, en fait. Et je me baladais avec lui au milieu des infirmières, etc. Pendant que le deuxième, donc, qui était un peu plus grand, Marlon, il était un peu plus costaud. Et lui, mais il avait un peu plus de problèmes à respirer. Donc, il l'avait mis immédiatement en couveuse. Et je me baladais avec Vlad. Et qui avait déjà des grands yeux, il a des yeux énormes, des grands yeux bleus, et il était là avec ses yeux et il regardait tout, et j'en pleurais, quoi. C'est un truc, encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Là, on va faire une petite ellipse. Donc, tu as quitté Patricia, nous sommes mariés, nous sommes restés quasiment un peu plus d'une décennie ensemble, où nous n'avons pas eu d'enfants, pour plusieurs raisons, on va dire au départ médicales. Et puis je crois qu'à l'époque, tu n'en voulais pas forcément nécessairement, parce que comme tu l'as dit en préambule et de manière tout à fait claire, tu n'étais pas forcément destiné, en tout cas tu voyais pas forcément ta vie entourée d'enfants. Donc on va passer à cette période-là. Après, il y a eu la rencontre avec Rachel. Et donc, c'est posé, j'imagine, parce que là, pour le coup, je suis vraiment dans les suppositions, un désir d'enfant. Je pensais ne pas pouvoir en avoir, pour être très clair, parce que après la naissance des 2 premiers, bon, avec Patricia, on n'en voulait plus. On a divorcé quand ils avaient entre 8 et 10 ans. J'ai donc rencontré Rachel, qui, elle, était également plus jeune que moi, parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, je suis attiré par les femmes un peu plus jeunes. Fais pas ton Yann Moix, fais attention. Hein. Non, mais bon, ça reste raisonnable. Et Rachel est américaine. Et les Américaines ont quelque part une vision un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a toujours une obligation de résultat. Donc la question s'est posée clairement, si on voulait rester ensemble. Et je comprenais que son désir d'enfant, je le comprenais. Moi, j'en avais déjà 2, donc je ne pouvais pas jouer l'égoïste. Ou alors on se séparait et je lui laissais la possibilité de trouver un autre homme. Bon, après, quand on a vécu avec moi, c'était un peu difficile de trouver un autre homme. Mais non, je plaisante. Mais donc, on était bien ensemble, on était amoureux. Donc on se dit, je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Et donc, elle a trouvé des solutions. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en fait, je pouvais procréer. C'est simplement qu'il fallait que je subisse une opération. Donc, j'ai accepté cette opération qui avait 50% de chances de marcher. Et une fois que j'y suis passé 2 fois, d'ailleurs, une fois en France, une fois au Japon. C'est des moments assez mémorables, surtout au Japon. Et parce que se faire ouvrir les testicules par des Japonais quand on est à moitié endormi, je le souhaite à personne. Mais bon, voilà. Toujours est-il que les spermatozoïdes sont sortis, ils ont été stockés là où il fallait. On a fait un nombre considérable de FIV dans différents pays. Ça aussi, ça a un parcours du combattant. Et finalement, la ténacité de Rachel, parce que là, je dois reconnaître que là-dessus, elle a rien lâché, parce que
à payer. Et au lieu d'avoir un enfant, on a été doublement récompensé. On en a eu 2. Et comment le couple finalement a réagi à ça? Parce que 9 FIV, ça veut dire 8 déceptions, ça veut dire 8 moments d'angoisse. C'est un parcours médical quand même qui est très dur pour une femme. J'imagine les piqûres, les prises d'hormones, etc. Comment vous l'avez vécu? Parce que vous étiez un jeune couple finalement, ça faisait pas très longtemps que vous étiez ensemble sur l'échelle d'une vie. Alors, cette décision pour moi a été difficile à prendre parce que effectivement, j'approchais plus de la soixantaine. J'avais déjà 50 ans passés. On revivait quelque chose. On était totalement libre. On aurait pu. Elle avait une très bonne situation. Moi, je gagnais confortablement ma vie. On faisait partie de ces gens qu'on peut considérer aujourd'hui comme des privilégiés. On n'avait pas vraiment de soucis. On était libre. Les Américaines, on pouvait aller vivre où on voulait dans le monde. Tous ces projets-là, on les a eus. Mais il y avait toujours ce désir d'enfant qui était là et qui était plus fort finalement que tout ça. En tout cas pour elle, pas pour moi, c'est clair, mais pour elle. Et du coup, je ne veux pas jouer les sacrifiés, bien au contraire, parce qu'aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, je suis très content de ça. Mais c'est vrai que dans cette période-là, j'ai laissé passer mes envies et mes désirs derrière la préoccupation, je dirais, quasi vitale de la femme que j'aimais, quoi. Au fond de moi, encore une fois, je devais certainement avoir ce désir-là, parce que j'aurais pu dire non. Quand je ne veux pas quelque chose, je suis assez grand pour le faire savoir et pour l'entendre. Mais effectivement, c'est moi qui me suis laissé convaincre. J'ai dû manquer de pugnacité à un moment dans ma vie quand même, je pense. Est-ce que tu as à un moment fait le parallèle entre les grossesses de Patricia et celles de Rachel? Est-ce que tu as trouvé, par rapport à ce que toi tu vivais en tant qu'homme, des similitudes dans ton comportement ou au contraire des choses que tu as vécues complètement différemment? Comme les grossesses se sont situées à pratiquement 30 ans d'écart, même plus, moi, j'étais plus le même, effectivement. Et si j'essaye de comparer la période que j'ai vécue durant la grossesse de Rachel et les grossesses de Patricia, j'ai pas vraiment de similitude. La grossesse de Rachel a été une période formidable pour elle et donc pour moi, parce qu'elle l'a vécue, elle l'attendait depuis si longtemps. Je ne l'ai jamais vu aussi épanoui, ni avant, ni maintenant, que durant cette période de grossesse, où c'était vraiment, à un moment, pour elle, c'était une parenthèse dans la vie. Elle était sur un nuage, quoi. Donc, moi, je l'ai forcément bien vécu, parce que quand on accompagne une femme enceinte qui le vit très bien et qui ne souffre pas, parce qu'elle a quasiment pas eu de malaise, elle se sentait bien. On vit sur un bateau, on a vécu une crue assez longue qui est assez compliquée, parce que quand on monte vite, il faut s'organiser. Donc ça veut dire mettre une échelle. C'est un peu sportif quand même. Elle était enceinte à l'époque de plus de 6 mois. Et elle faisait ça remarquablement. Elle descendait à l'échelle, elle montait dans la barque, elle remontait l'échelle de l'autre côté. Je veux dire, physiquement, elle était en pleine forme. Qu'est-ce qui est le plus prégnant finalement? C'est 30 ans d'écart qui ont fait de toi un homme différent, ou le fait d'avoir attendu et l'autre complètement une surprise? Ou plutôt une surprise et complètement attendue, voulue Alors, la différence essentielle, je dirais, entre deux grossesses complètement différentes, une qui était... les deux premières qui étaient accidentelles, on va le dire, et cette troisième grossesse qui a été un véritable combat, parce que c'est ça, 9 FIV dans 3 pays différents, même 4 pays différents. Je pourrais écrire un livre là-dessus, un recueil. Qu'est-ce qui a été différent? En fait, je pense que c'est moi qui ai changé. C'est l'âge qui nous rend finalement plus malléables, plus disponibles. En tant que père, on est inquiet, effectivement, qu'on ait 25 ans ou qu'on en ait 60. Alors après, est-ce que ce sont les mêmes inquiétudes? J'ai du mal à différencier, parce qu'en fin de compte, les inquiétudes que j'ai pu avoir là étaient plus liées à la gémellité qu'au fait d'avoir 2 fois un enfant. Bon, moi, je me suis toujours quand même si j'étais très pris professionnellement, je me suis quand même toujours investi. J'étais plutôt présent. Changer les couches ne me pose pas de problème. Donner un biberon ne me posait pas de problème. Me lever la nuit, à l'époque, Patricia ne travaillait pas, donc c'était peut-être plus elle qui se levait, mais ça m'est arrivé aussi. Je veux dire, j'étais quand même présent. Là, je n'avais pas ces inquiétudes-là.
pas du tout. L'inquiétude, c'était de se dire, OK, on sait que c'est compliqué quand il y en a un, là, il y en a deux. Donc, comment on va réagir? Bon, je dois reconnaître que là-dessus, j'ai une femme qui était, donc Rachel, qui est remarquablement organisée et qui a fait tout ce qu'il fallait. Si j'avais été seul, je crois que j'aurais pu paniquer quand même. Avec deux d'un coup, comme ça, à 60 ans, sans vraiment vouloir d'enfant. C'était quand même un grand saut dans le vide. Là, j'avais un beau parachute, c'est Rachel, qui, elle, a organisé les choses. Et il faut reconnaître qu'on a eu la chance aussi d'avoir deux petits bouts qui étaient, c'est plus le cas aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient vraiment adorables et qui ont fait leur nuit très vite, qui se sont calés sur un rythme parfait parce qu'ils se réveillaient en même temps. Donc du coup, on en prenait un chacun parce que sinon, s'ils avaient intercalé, on dormait plus. Donc on a passé un moment finalement qui était agréable. Et donc tous les doutes que j'aurais pu avoir, toutes les craintes, etc., se sont estompés au fur et à mesure. Parce que j'avais des enfants qui étaient en bonne santé, qui allaient bien, c'était quand même le principal. Ils le sont toujours. Ils ont pour des prématurés, on dit souvent que les prématurés finalement sont plus résistants que les autres enfants. Là, je dois reconnaître que ça se passe super bien. Donc non, il n'y a pas de problème majeur. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Alors, je t'entends parler et il y a quand même un mot que tu n'as pas prononcé. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. C'est qu'à aucun moment, tu nous as confié être, entre guillemets, alors attention, je mets des guillemets, mais trop vieux pour avoir des enfants. Et ça, c'est pas une seule fois, tu as posé cette pierre en disant « Merde, est-ce que je suis pas trop vieux pour avoir des enfants ?» Tu t'es posé la question en tant qu'homme si tu étais fait pour être père, mais tu t'es pas posé la question « Merde, je vais être père à 60 ans, c'est quoi l'avenir ?» Ça ne t'effleure pas. Alors, la question de mon âge, effectivement, avoir des enfants à 60 ans, ça peut paraître un peu une gageure. Pour certains, on me l'a dit d'ailleurs, des gens ont dit que c'était égoïste. Bon, ok, pourquoi pas. La question que j'ai pu me poser, c'est est-ce qu'on va me prendre pour le père ou pour le grand-père? Jusque-là, une seule fois, en 3 ans, on m'a dit « mais vous êtes le père ou le grand-père ?» Donc ça se passe plutôt bien. C'est pas tellement pour moi, parce que moi je l'assume totalement, je suis grand-père par ailleurs, c'est plus pour les enfants. Moi, ma question, aujourd'hui, c'est par rapport à eux. Quelle va être leur vision à eux, de leur père, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être en forme, j'ai la chance, on me le dit souvent, de ne pas faire mon âge, tant mieux. Et donc, je suis plutôt d'un tempérament ouvert donc, et éclectique, donc j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Mais comment ça va se passer dans 10 ans ? Si en plus il y a la maladie qui vient se mettre là-dedans, je veux dire, tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes importants auxquels je réfléchis, que j'essaye d'évacuer parce qu'on ne va pas se pourrir le quotidien non plus. Mais effectivement, et en plus cette génération qui arrive, alors ça c'est un autre problème, mais va être complètement différente des générations qu'on a pu connaître parce que tout s'accélère avec l'intrusion de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, avec le mode de vie qui va changer très très vite, on le sait tous dans les prochaines années. Est-ce que j'arriverai à garder avec mes 2 derniers enfants le même rapport que j'ai pu avoir avec les 2 premiers, où on s'entend parfaitement bien? Je travaille d'ailleurs avec un de mes fils, on travaille ensemble, on est en symbiose totale, il y a un respect mutuel. Et est-ce que je pourrais garder ces mêmes rapports avec mes 2 derniers enfants? Est-ce que j'aurai le temps? Parce que la vie, c'est ça, on peut mourir très vite. Moi, j'ai 63 ans, c'est l'âge où ma mère est morte d'un AVC. Donc, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et ça, je dois reconnaître que oui, la projection dans le futur, s'il y avait quelque chose qui devait m'angoisser, ça serait un peu ça. Tu parlais tout à l'heure des gens qui t'ont traité d'égoïste. Comment justement... bon, alors après, j'imagine qu'au bout de 9 fives, l'entourage proche, famille, amis, est au courant quand même de votre démarche pour devenir parent. Mais est-ce que tu as des anecdotes de réactions très fortes de ton entourage? Ce que j'appréhendais le plus, c'était un peu la réaction de mes fils, parce que leur annoncer que quand ils ont 35 ans, qu'ils vont avoir des petits frères. Et finalement, non, ça s'est bien passé parce que j'ai toujours eu avec eux des rapports ouverts. Ils étaient au courant du fait qu'on cherchait à avoir des enfants. Et quand je leur ai appris la nouvelle, ils l'ont vraiment pris comme une bonne nouvelle. Ils étaient contents pour moi.
Et aujourd'hui, on est content parce que du fait que son père également, donc on partage. C'est quelque chose qui nous rapproche, encore une fois, même si on était déjà très proches, mais on partage les mêmes soucis. Donc quelquefois, il me téléphone pour me demander un conseil ou un avis sur. Voilà, donc c'est plutôt sympa à gérer. Tu penses que ça a accéléré chez eux leur désir aussi de devenir papa à leur tour, ou c'est juste, entre guillemets, le temps qui a fait que voilà, ils étaient prêts à être pères, que tu sois de nouveau papa ou pas? Geoffrey, le plus âgé, essayait déjà depuis un moment. Ils ont eu quelques difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très commun. Déjà, avoir un enfant à 37 ans, bon, je suis mal placé pour le dire, mais c'est déjà un certain âge. Ça complique un peu les choses, notamment pour les femmes, qu'ils ont eu un peu de mal. Donc, c'est pas ça qui a joué sur eux. Est-ce qu'il y a eu un phénomène inconscient de déclencheur? J'en sais rien. Et j'ai mon deuxième fils, lui, Maxime, qui lui est un peu comme moi dans le tempérament, qui ne voulait pas d'enfant et qui avait aussi du mal à en avoir, et qui, du coup, s'était laissé convaincre par sa femme qu'ils allaient peut-être devoir faire une FIV. Donc là, je pense que l'exemple a peut-être inconsciemment joué un peu. Ceci dit, le fait de parler de FIV, d'aller voir un médecin, etc., ça a déclenché, et du coup, ça s'est fait naturellement. Donc, ils ont tous les deux... alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui nous surveille et qui veut que les choses se passent bien? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, voilà, ça c'est... Tout s'est bien articulé en quelques années. Est-ce que tu as des choses à nous raconter sur le quotidien avec tes enfants? Alors ça, je pourrais écrire un livre là-dessus. Alors le quotidien avec 2 enfants de bébés et notamment maintenant ce que je vis avec 2 enfants de 3 ans, pour quelqu'un qui a 63 ans, c'est physiquement éprouvant. C'est clair. Donc, je me suis remis à faire du sport, moi qui avais décidé de me laisser tranquillement aller. Donc, je me suis remis à faire du sport et parce qu'il faut retravailler les articulations, l'équilibre et la course, parce que quand ils se barrent en trottinette et qu'ils sont à 2, il faut arriver à les rattraper. En plus, ils sont pas spécialement, c'est pas des vrais calmes, c'est plutôt le contraire. Donc, les porter dans les escaliers quand ils sont fatigués, faire des kilomètres en poussette. Donc, tout ça, ça change quand même la vie. Mais ceci dit, je le prends comme un bienfait parce que finalement, quand on réfléchit, le fait de faire du sport, c'est pas franchement mauvais pour la santé non plus. Et tu as changé des choses dans ton hygiène de vie au-delà de ça? Donc, tu as repris le sport. Au niveau, je sais pas, sortie, alcool, bouffe, etc. Tu t'as opéré un changement justement pour, entre guillemets, gagner en longévité? Ça fait 2 jours que j'ai pas bu un verre d'alcool. Donc, mais c'est peut-être parce que j'avais une gastro aussi. Mais autrement, non, pas spécialement. On sort moins parce qu'on a moins peut-être moins d'envie aussi, parce que le fait de rester en famille avec les enfants le soir, de les voir, c'est bien. On sort un peu moins parce qu'il faut dire qu'on sortait énormément aussi. Voilà. Donc, mais sinon, j'ai pas l'impression d'avoir changé radicalement mon mode de vie. J'ai changé de voiture, j'ai pris une 7 places alors que j'avais une Mini. Bon, ça effectivement, mais ça m'a pas empêché de perdre mon permis de conduire pour 6 mois avec mes 2 enfants à l'intérieur. Donc, j'ai même pas changé mon style de conduite, quoi. Finalement, non. Un élément crucial qui a changé, quand même, c'est que je m'implique beaucoup plus, mais c'est lié un peu, pas mal au fait que j'ai beaucoup de disponibilité aujourd'hui que je n'avais pas à l'époque. Et au fait que j'ai également une épouse, donc leur mère, qui est beaucoup plus attentive à ce genre de choses. Donc aujourd'hui, je m'implique beaucoup plus dans leur éducation. Je les dépose quasiment, chaque fois que je peux, mais quasiment tous les matins à l'école, et je vais les rechercher. Ce matin, j'ai dû aller m'expliquer avec l'institutrice parce que Marlon avait à moitié assommé une petite fille. Bon, comme j'ai dit, ils ne sont pas vraiment calmes. Donc, ce genre de choses que je ne faisais pas avant parce que ce n'est pas moi qui m'en occupais. Et oui, ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Et je m'implique parce que je sais que ils ne me connaîtront pas aussi longtemps que des enfants qui ont eu des parents plus jeunes, même si tout est relatif. On peut aussi mourir à 30 ans d'un accident de voiture. Enfin bref, mais statistiquement, c'est clair. Donc j'ai un peu ce sentiment de me dire, je vais essayer de leur donner un maximum de choses, peut-être dans un temps plus réduit, et tant que je suis en pleine forme, de m'occuper d'eux et de faire plein de choses avec eux. Mais tu as l'impression, au-delà comme tu disais, de la disponibilité, que tu leur donnes une autre éducation que celle qu'ont reçue Maxime et Geoffrey? Fatalement. Il y a un élément fondamental, c'est le couple qu'on forme avec Rachel, qui est un couple franco-américain. Et donc, eux ont la double nationalité. Ils sont français et américains.
Alors, à l'heure actuelle, ils sont bilingues. D'ailleurs, ils parlent plus anglais que français, ce qui est très bien. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose de différent. Ensuite, Rachel est très à cheval sur l'éducation. C'est-à-dire qu'en tant qu'américaine, en tant qu'anglo-saxonne, elle ne comprend pas l'éducation française. Ce que je partage avec elle, parce que moi, je ne l'ai jamais très bien compris non plus, même si j'en ai subi les affres pendant des années. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une école Montessori qui est bilingue, et on ne sait pas s'ils feront toute leur éducation en France, parce qu'on n'est pas vraiment en phase avec cet esprit de compétition qui naît dans le milieu scolaire, où on gave les enfants comme des oies de connaissances. Et nous, personnellement, on trouve que ce n'est pas le meilleur système pour leur épanouissement personnel. 3 femmes différentes, 3 grossesses, du coup, puisqu'il y a eu des jumeaux, que des garçons. T'es prêt à faire une fille ? Non. non. Soyons sérieux. Là, j'ai 2 petits bouts qui débordent d'énergie et qui m'occupent à plein temps, parce que professionnellement, à l'époque où ils sont arrivés, j'étais dans une phase, je dirais, intermédiaire de ma vie. J'écrivais des romans depuis 10 ans. Comme j'ai pas eu le succès que j'envisageais, j'étais quand même pas mal dépité. Et le fait d'avoir ces enfants également, comme peut-être pour la première grossesse, m'a fait changer mon fusil d'épaule. Donc j'ai décidé d'arrêter d'écrire et j'ai repris une activité professionnelle que j'avais mis un peu en sommeil. J'avais délégué beaucoup à mon fils plus âgé. Et donc aujourd'hui, je suis revenu dans le monde de l'entreprise. J'ai changé et je suis de nouveau un jeune chef d'entreprise à 63 ans. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un dernier message à envoyer au futur papa de 60 ans ? Alors, des papas de 60 ans, j'en rencontre, peut-être pas de 60 ans, mais on va dire de plus de 50 ans. Dans l'école où j'emmène mes enfants donc tous les matins, j'en rencontre. Il y en a même plus qu'on pourrait croire. Et sincèrement, je trouve que parmi tous les gens qu'on croise le matin qui viennent apporter leurs enfants, alors peut-être que c'est moi qui fantasme, mais je trouve qu'ils sont parmi les plus épanouis. Donc si je devais dire quelque chose aux papas de plus de 60 ans, c'est allez-y. C'est dur, c'est très très dur, mais ça amène tellement de joie et je pense que c'est peut-être une espèce de fontaine de jouvence. Yann, merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro. Et j'en profite aussi pour remercier Rachel qui a eu la gentillesse aussi d'accepter finalement que vous mettiez votre histoire à nu. Et je vous souhaite avec le maximum de sincérité, mais beaucoup de bonheur. Embrasse Geoffrey et Maxime, et puis embrasse tes petits bouts, quoi. Merci beaucoup. Écoute, merci. Et moi, ça m'a fait plaisir d'être là et d'assister à cette émission avec toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce 3e témoignage. J'étais accompagnée ce jour-là par Sandrine Delsol qui a réussi à nous remettre dans le droit chemin lorsque nos digressions nous emmenaient un peu trop loin. Les moyens techniques d'avant-confinement sont de l'école de journalisme ISA-ISFJ à Paris, avec à son bord le commandant Ludovic Place, mixage Karl Moreau et musique Many Kinds Design. On se retrouve la semaine prochaine, 7h, pour un nouveau billet d'humeur, disponible désormais sur toutes les plateformes d'écoute. Donc n'hésitez pas à mettre un gentil commentaire et plein d'étoiles, car elles m'aident et m'encouragent à poursuivre l'aventure. Abonnez-vous aussi au compte Instagram et en même temps, fuck. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck.